Amalia Rodriguez, un fado pour illustrer la dernière partie de la vie de Dominique Deroux. Il y a deux parties dans cette dernière partie. Il y a la partie internationale gaulliste, à laquelle nous arrivions tout à l'heure avec son biographe, Jean-Luc Barré, ainsi que son fils, Pierre-Guillaume Deroux. Il est entré dans le cénacle des gaullistes purs et durs, après la mort du général de Gaulle, réuni à l'Institut Charles de Gaulle, c'est bien cela. Et je crois qu'il a écrit dans le journal des jeunes gaullistes, il a écrit dans l'Appel, qui s'appelait l'Appel, c'est cela? C'est ça. Voilà. Alors, avec Olivier Jamin-Thomas. Avec voilà. Olivier Jamin-Thomas, que nous P74. avons en ligne et que je salue, Olivier Jamin-Thomas. Oui, bonjour, je vous écoute. Bonsoir. Il y a des lettres de Pierre-Guillaume, de Dominique Deroux très belles à vous, Olivier Jamin-Thomas. Bah oui, nous avions un dialogue sur la politique. En fait, mon admiration pour Dominique Deroux concerne surtout l'écrivain. Et je trouve d'ailleurs que ce qu'on vient d'entendre, le portrait qu'il a tracé de Jean Bernalier, tout ce qu'il a écrit effectivement à son beau-père, son beau-grand-père, tout cela est absolument admirable comme styliste et comme écrivain. Mais en fait, je l'ai rencontré par la politique. Voilà. Après mai 68, j'avais entendu tellement d'âneries sur De Gaulle, tellement de sottises et d'infantilisme, que j'avais décidé à ce moment-là de publier un recueil d'extraits des textes de De Gaulle pour montrer qu'il n'était pas du tout le fasciste et l'inculte que ces imbéciles disaient. Et alors il se trouve qu'en 1968, circulait un petit opuscule de citations de De Gaulle qui avait été fait naturellement sans aucune autorisation de manière clandestine et très bien fait par Dominique Deroux. Donc je suis allé le voir, et moi à mon tour d'être un peu sot, car je l'interrogeais, monsieur, quelle a été votre méthode, comment avez-vous fait? Alors il m'a ri au nez, il m'a dit, moi une méthode, mais j'ouvre un livre de De Gaulle, je prends une phrase, je la mets, je l'installe n'importe où, et ça donnait effectivement un livre qui avait du rythme, parce que Dominique Deroux avait une sorte de puissance chamanique qui disait qu'il lui suffisait d'ouvrir un livre pour tomber sur la bonne citation. Donc moi je n'avais pas cette puissance, donc j'ai fait mon livre de citations avec méthode. Bon. Et alors une amitié est née à partir de là? Une amitié est née, donc comme je vous l'ai dit, au départ elle s'est fondée sur la politique, et puis ensuite très vite la littérature, l'esprit d'aventure l'a emporté sur la politique. Oui, enfin ça va très loin, parce qu'une de ces dernières lettres, qui date de 1976, à vous adressée, Olivier Jamin-Thomas, reste très politique. J'en lis une phrase: la France est occupée par la bassesse, et telle est la limite de la France depuis que Giscard représente et n'incarne pas, lui qui toute sa vie a dû rêver français unique. C'est drôle. C'est une lettre... Quel style. Mais effectivement, à cette époque, je dirigeais l'Appel, j'avais des beaux bureaux près de l'Institut Charles de Gaulle. Tout ça le faisait aussi frémir. Il aimait aller voir les gens dans leurs bureaux. D'ailleurs, nous nous rencontrions parfois à l'extérieur, mais sinon, il aimait bien venir dans les bureaux. Il avait fréquenté le 5 rue de Solferino, où était l'Institut Charles de Gaulle. Et où il est toujours, d'ailleurs. Il est toujours. En haut, les derniers étages étaient occupés par les gens du SAC, qui s'occupaient parfois d'actions un petit peu, disons, marginales, pour parler avec Litote. Et ça le passionnait également, tout ce qui était dans l'ombre le passionnait. En fait, tout à l'heure on a parlé d'extrême droite. Dominique Deroux n'a jamais été d'extrême droite, et j'aimerais bien qu'on m'explique comment le monarchisme peut être classé comme étant d'extrême droite. Ça n'a rien à voir. Très juste. Une certaine idée. Très juste remarque. Une certaine idée de la France. Si c'est vous, Jean-Luc Barré, qui avez parlé d'extrême droite. Non, je n'ai pas dit ça. Si c'est vous. Une certaine idée de la France, une certaine idée de la grandeur, de la dignité de l'homme. Voilà, je crois qu'il était porté par ce courant éthique, mais que politiquement, je puis vous assurer que c'était pas structuré. En tous les cas, le seul mouvement qu'il ait tenté de lancer, je ne sais pas à quel degré il a été sincère et opiniâtre, l'international gaulliste, avait quelque chose en revanche très allant, pas du tout réactionnaire. Vous avez assisté à ce projet d'international gaulliste qui est né dans le creuset de l'Institut Charles de Gaulle. J'ai plus qu'assisté, puisque c'était dans mes bureaux que ça se passait. Ah, c'est ça, voilà. Donc c'était sous ma présidence dans les bureaux. C'est une idée, je ne sais plus si elle venait de Dominique Deroux, on va dire une idée que nous avions partagée. On s'était dit que c'était le moment de rassembler. Il y avait des gens qui venaient il y avait un révolutionnaire turc, il y avait un Italien, il y avait pas mal de représentants d'Amérique latine. Des Palestiniens, réunissaient un petit peu clandestinement d'ailleurs dans la salle de réunion de l'Institut Charles de Gaulle, parce que l'Institut Charles de Gaulle n'avait pas le droit de faire de politique, mais se disposait
de cette salle. Et enfin, Olivier Jamin-Thomas, c'était très politique, parce que je vais lire un extrait d'un document retrouvé dans les archives de Dominique de Roux, et a en tête International gaulliste, 5 rue de Solferino tout de même, face aux internationales capitalistes et communistes, toutes deux à visée ouvertement impérialiste, l'International gaulliste et son projet de libération nationale. Face à des centres de décision, un centre d'échange, face à des monnaies de subversion et de domination mondiale, un combat ouvert pour la libération et la sauvegarde des patries vivantes et de leur commune destinée mondiale. Et ensuite, il fixe le programme de l'International gaulliste. Premièrement, le combat pour la libération nationale et sociale de la Palestine, clé de voûte de la paix au Moyen-Orient et de la présence pacificatrice de la France dans la Méditerranée. Deuxièmement, la mise en marche immédiate de la conférence pan-européenne pour la sécurité et la coopération internationale. Troisièmement, le combat pour la libération nationale et sociale de l'Irlande catholique. Quatrièmement, la relance du soutien international au combat du Québec libre pour la sauvegarde de son être national propre. Cinquièmement, appui inconditionnel au Bangladesh. Ouais. Écoutez, c'est formidable, mais je peux vous assurer qu'on était 5 dans une petite salle sans une secrétaire et avec un demi-téléphone. Vaste programme. Mais on a beaucoup rêvé, et il y a effectivement des hommes politiques, je ne peux pas citer tous les noms, mais des hommes politiques français et des hommes politiques internationaux qui nous ont un peu suivis, et puis malheureusement l'affaire n'a pas pu démarrer. Mais ça nous a permis de rêver, et ça montre bien, parce que voyons ça d'un point de vue symbolique, car ce plan politique, ça n'a pas débouché, ça montre bien quel était le dessein international de Dominique de Roux, qui était un dessin libérateur. Est-ce qu'il y avait des gaullistes de gauche qui vous soutenaient à l'époque, des genre Jacques de Bubridel ou d'autres, Léo Hamon ou... Il y avait tous les rêveurs qui nous soutenaient. Mais je peux vous dire que du côté des pompidoliens, il n'y avait personne. Ouais. Alors, Olivier Jamin-Thomas, il y a une lettre très belle de Dominique de Roux qui vous est adressée de Lisbonne en 76, 20 octobre 76. On sait votre passion pour André Malraux. Vous êtes un grand Malrussien. Et on sait que vous avez eu des débats sur Malraux, sur le tragique de Malraux avec Pierre-Guillaume de Roux, avec Dominique de Roux, et vous dites, enfin il écrit ceci, il vous écrit ceci, ainsi la conversation de Malraux avec de Gaulle, ce n'est qu'un monologue de Malraux, transforme le général en singe de Malraux, et le pire, celui qui parle à bâton rompu pour ne rien dire que du salon parisien. C'est brillant, Alexandre monte le chat de Perse, Nérou se promène avec les éléphants d'Hannibal, et l'empereur partout qui nous embête. Poudre d'or, mais c'est Burma qui dégoise. Il aura manqué à Malraux la dimension mélancolique de Chateaubriand et celle polémique de Victor Hugo. Ses idées seraient moins creuses si elles avaient été remplies d'imagination. Vous voyez que c'est un grand écrivain et pas un idéologue. Ouais. Car quelques mois auparavant, il me faisait l'éloge de Malraux. Ouais. En fait, il était emporté. C'était dit tout à l'heure, c'était pas la peine de tout à fait d'insister. Il avait un projet d'un cahier de Lerne avec Malraux, un cahier de Lerne assez particulier de questions-réponses. Malraux avait un peu hésité, n'avait pas donné suite, il y avait un peu de rancœur chez Dominique de Roux. Mais il y a toute une période de sa vie où je l'ai senti extrêmement admiratif de Malraux. Donc, c'était lui tout entier dans ses passions. Ça va, ça vient, il dit une chose, il dit une autre, il les dit toujours admirablement bien, mais surtout, ne cherchons pas à voir en lui un idéologue. Est-ce qu'au-delà de ça, comme l'a dit Philippe de Saint-Robert, au-delà d'être un franc-tireur, c'est avant tout un poète, Dominique de Roux? C'est avant tout un écrivain. Et il utilise effectivement le lyrisme, mais tout dépend de ce qu'on entend par poète. Il est aussi de la lignée des grands moralistes, de la lignée des Chamfort, des La Rochefoucauld, dans la capacité qu'il a d'envoyer des flèches incisives dans ses descriptions et dans ses portraits. C'est un écrivain. Sa passion, bon, il a eu des passions pour la politique, pour les femmes, etc. Et le moteur essentiel de sa vie, c'était l'écriture. Pourquoi est-il allé au Portugal? Vous croyez qu'il est allé faire la révolution au Portugal? Pas du tout. Il y est allé pour des raisons littéraires, pour trouver un nouvel élan littéraire. Mais quel était, Olivier Jamin-Thomas, ça je ne comprends pas très bien, quel est le rapport entre la recherche d'un élan littéraire particulier et le Portugal alors? Pourquoi le Portugal? Parce que je pense qu'il avait trouvé qu'il y avait un essoufflement sur les terres françaises pompidoliennes et qu'il a senti que là-bas, quelque chose allait se passer. Ensuite, il y a ce rêve mythique, parce que Dominique de Roux était dans le mythe constamment, ce rêve mythique du Troisième Empire, ce rêve mythique d'un monde lusitanien, et cela fait énormément rêver. Du Troisième Empire, dites-vous? Cinquième. Oui, c'est du Cinquième Empire. Le Cinquième. Oui. Mais et le chiffre 3 est magique, c'est pour ça que je me suis laissé emporter. Alors, le rêve était celui d'une sorte d'empire latin, c'est ça? Non, lusitanien. Lusitanien, oui. Enfin, dans le centre était le Portugal, mais avec le Brésil et puis... Les colonies portugaises de la
Afrique et le Brésil, où il s'est rendu à plusieurs reprises. Oui. Donc il y avait une espèce de rêve dans lequel se mêlait aussi toute une série de mythes de rois disparus du Portugal, auxquels se sont mêlées aussi des affaires personnelles avec des rencontres qu'il a faites à Lisbonne. Mais dans tout cela, on est dans l'univers du mythe et non pas dans l'univers de la réalité politique. Alors ça m'intéresse beaucoup. Il va à Lisbonne, il fait des rencontres, et à travers ces rencontres se découvre le Portugal, et à travers le Portugal, le mythe d'un empire portugais. Quoi. Le mythe d'un empire et le mythe d'un imaginaire. Voilà. Il n'a pas rencontré Salazar. Non. Non, mais Gilles veut absolument qu'il ait rencontré tout le monde. La preuve même qu'il n'y avait pas énormément de cohérence dans ses choix politiques, c'est qu'il se lie avec des révolutionnaires. Voilà. Alors qu'il aurait dû, si vraiment le portrait qu'on fait de lui, qui est faux, d'un maurassien, de droite, etc., si vraiment il avait été dans cette affaire-là, il aurait été contre la révolution. Non, il y avait de la flamme, il y avait de l'exaltation, il est allé de ce côté-là. Lui qui aimait tellement les fleurs, la révolution des œillets l'a séduit. Il y a un texte justement encore de Saint-Robert que j'ai retrouvé qui décrit un peu exactement ce que vous venez de dire dans la revue des Deux Mondes qui date de 77. Il avait écrit « Le Portugal est devenu dans sa passion ce que la France ne pouvait plus être, faute sans doute d'être encore pauvre par endroits. Ultime terre de pauvreté de l'Occident et ultime empire, le Portugal va à son tour passer la ligne, frôler la révolution, enfin elle l'a eu même, et se retrouver dans une sorte de libéralisme anarchique assisté. Parce qu'en fait c'est l'échec. Voilà, qui va très bien avec une question d'un de nos auditeurs, Sabine. Oui, accepteriez-vous ce soir, messieurs, d'évoquer la personnalité du président Salazar dont on parle si peu? Olivier Jamin-Thomas. Il faut lire le 5e Empire. Non, moi je ne vais pas parler de Salazar, je vais simplement redire une chose à propos de Malraux, je reviens en arrière là, avec un peu un esprit de... On reviendra à Salazar quand même. On y reviendra à Salazar, mais j'ai rien de particulier. Et Spinola. J'y viendrai. C'est-à-dire que Dominique de Roux était tellement attiré par André Malraux à une certaine époque, donc contrairement à ce qu'il m'a écrit au moment de la mort de Malraux, qu'il est allé voir Malraux, et d'ailleurs j'avais servi d'intermédiaire pour qu'il aille le voir, pour convaincre Malraux d'aller à Lisbonne parler aux révolutionnaires. Bien sûr. Pour être le Borodine de la révolution portugaise. Voilà, tout ça, on était dans l'épopée, on était dans le rêve. Quant à Salazar, je vous le laisse, messieurs. Non, mais écoutez, alors, alors ne faites pas partie de ces gaullistes, n'est-ce pas, qui par exemple ont nié que le dernier voyage du général de Gaulle fut pour Franco. Non, le dernier voyage du général de Gaulle n'a pas été pour Franco, le dernier voyage du général de Gaulle a été pour l'Espagne. Oui, mais il a voulu rencontrer, Olivier Jamin-Thomas, le général Franco. Il l'a naturellement rencontré, puisque Franco était officiellement le chef d'État de l'Espagne, où il n'avait jamais mis les pieds en tant que président de la République. Bon, enfin, on pense qu'il a parlé avec de Franco de la succession de Franco et du retour à la monarchie. Il s'est emmerdé avec Franco. Et le colonel qui l'accompagnait, c'est ce que disent les gaullistes. Le colonel qui l'a accompagné, l'aide de camp, c'est incroyable. M'a fait part de cette confidence qui est quand même assez rigolote. Vous êtes d'une mauvaise foi, Jamin-Thomas, stupéfiante. Parce qu'ils avaient le même âge. Il a dit « Oh, il est vraiment décevant, et qu'est-ce qu'il est vieux ?» a dit De Gaulle, voyant Franco, qui avait un an de moins que lui, je crois. Bon, quant à Salazar, vous nous le laissez, mais il y a quelque chose d'assez intéressant, malgré tout, dans cette personnalité du général Salazar, qui a maintenu envers et contre tout pas général du tout, Salazar. Non, c'est un docteur. Oui, c'est un docteur, pardon. En effet, il n'était pas général. C'est un médecin, c'est pas un médecin d'ailleurs, c'est d'abord, avant tout, je crois, un professeur de philosophie. Non? Oui, docteur au sens de... Docteur, oui, pas médecin. D'économie. D'économie, c'est ça, voilà, c'était autre chose. Voilà. Et un grand philosophe... Salazar, vous confondez tout. Non, quand on Spinola et Salazar. Ouais, et qui se piquait, disait-il, Salazar, il y a beaucoup d'indiscipline dans ce studio, de mieux connaître Marx que la plupart des marxistes. Et la figure de Salazar est intéressante malgré tout. Je réponds à un auditeur, voilà mon souci, Olivier Jamin-Thomas. En ce qu'il a maintenu cet empire envers et contre tout à partir d'un pays très, très pauvre et très faible, le Portugal. Et je suis sûr qu'il y a dans cette volonté assez pathétique de maintenir l'empire chez Salazar quelque chose qui pouvait attirer Dominique de Roux. Je cherche la raison pour laquelle il s'est attaché. Il y a un texte dans le 5e Empire, page 182 dans la nouvelle édition,
Salazar avait aussi emprunté à Maurras son entêtement, à ce Maurras qu'Akoshim en 1920, déjà si loin avant la guerre et qui n'avait jamais voulu développer sa propre pensée, ce que fera Bernanos, ni la réaliser. De Gaulle, point d'exclamation. Il préféra, au nom d'un nationalisme sectaire, admettre le désastre de 40 pour cautionner Vichy et ses réjouissances pétainistes. À ce moment-là, tout était joué, y compris le destin portugais. Et il dit, De Gaulle, rejeté à la fois par le libéralisme anglo-saxon et les marxistes, eut le génie de découvrir une troisième voie, etc. Voilà, c'est dans le 5e Empire où il est autant question de Salazar que de Spinola. Alors le 5e Empire, pour comprendre ce qui s'est passé avec le Portugal, c'est pas Salazar qui l'a attiré, c'est la troisième voie précisément. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose d'assez utopique, mais enfin en même temps la question s'est posée à ce moment-là, c'est qu'un certain nombre de gens, ça n'est plus Salazar qui est concerné, c'est son successeur Caetano, et surtout Spinola qui est un des généraux, qui est un des généraux effectivement de cette Afrique portugaise, sont à la recherche d'une autre voie qui ne serait entre l'indépendance et la colonisation, qui est une sorte de communauté, voilà, bon, l'idée d'une évolution différente. Bon, et qui se situe donc pour Dominique de Roux, c'est ça qui est important, contre toutes les idéologies, c'est-à-dire l'idéologie marxiste en l'occurrence et l'idéologie américaine. Oui, c'était le postulat de départ de l'international gaulliste. Tout à fait, voilà. Mais c'est pour ça que Salazar n'est pas concerné. Et au contraire, Salazar a fait que cette situation a perduré de telle manière. Salazar détestait autant le marxisme que le capitalisme. Salazar est tout à fait concerné, je suis désolé. Non, si on se réfère à la situation des colonies portugaisses, il faut bien savoir qu'en 1974, on est encore en pleine guerre coloniale. Dans la révolution des œillets, oui. C'est les derniers à Lisbonne, on est en 71. Oui, enfin peu importe. On est toujours dans les années 70 dans une guerre coloniale qui n'en finit pas de durer et qui va se terminer comme on sait. Qui épuise le Portugal. Donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est pas une réussite. Et donc voilà, la raison pour laquelle Dominique de Roux s'intéresse au Portugal, c'est qu'il retrouve cette idée de troisième voie. En tout cas, il espère en une certaine évolution de ces colonies. Et qui ne se fera pas. Bon, voilà. Mais en même temps, c'est toujours un peu le hasard qui le guide, puisqu'il va rencontrer les protagonistes de cette révolution un peu par le hasard. Oui, il y a toute une aventure. Oui, qui naît sans qu'il la recherche forcément. Je ne vais pas m'entêter avec Salazar, mais Salazar était un théoricien justement de l'anticapitalisme. Alors, Olivier Germain... Non, mais je parlais des colonies. Olivier Germain-Thomas, vous avez publié des textes de Dominique de Roux dans l'Appel, des textes formidables où il parle de son engagement. C'était presque de notre envoyé spécial, si j'ose dire. Comment ont été reçus ces textes par vos lecteurs, justement? Oh, plutôt bien, parce qu'en fin de compte, le lectorat de l'Appel, qui n'était pas très nombreux, était fait de gens qui, justement, étaient par nature anticonventionnels. Donc, qui accueillaient tout à fait ce que disait Dominique de Roux, qui était complètement dans les marges par rapport au mouvement général du gaullisme, qui était sous l'étouffoir des partis, du pompidollisme et ensuite de Chirac et Giscard. Oui. Surtout... Donc là, c'était une sorte de lieu un peu utopique, je dois bien le reconnaître. L'appel n'a rien donné sur le plan politique, mais c'était un lieu utopique. Nous rêvions encore d'une possibilité du gaullisme en France qui n'a pas... Dans votre premier livre, Les Rats Capitaines, il y avait cet élan, il y avait ce souffle-là aussi. On ne monte pas ce genre d'affaires si on n'y croit pas. Donc nous y croyions tous. Il y avait Philippe de Saint-Robert qui en faisait partie, et Michel Cazenave et d'autres encore. Nous y croyions. Et Bertrand Fessard de Foucault. Oui. Il a fini ambassadeur. Donc voilà, mais le sursaut n'a pas eu lieu. Et au point où j'en suis maintenant, je pense que tout à fait que la France n'est pas finie et qu'un beau jour on va trouver un ressort. Mais malheureusement, je pense qu'il nous faudra un drame pour que quelque chose sorte enfin de ce vieux pays. Eh bien, c'est sur cette note très optimiste, mon cher Olivier Germain-Thomas, c'est-à-dire l'appel du drame. Rien n'est plus optimiste pour nous que nous quittons. Merci beaucoup d'être resté avec nous tard. Je sais que vous vous couchez tôt, Olivier Germain-Thomas. Vous avez un peu veillé avec nous ce soir. Et on vous retrouvera après septembre pour la sortie d'autres livres. Je vous remercie. Au revoir. Nous nous voyons au mois de septembre. Bonsoir, Olivier. Au revoir. Vous écoutez Radio Courtoisie. Alors, deux questions des auditeurs qui s'adressent particulièrement à Paul Maricouteau. Le traité constitutionnel pour l'article 6 sera-t-il réutilisé? Eh oui. Bon. Réponse importante, enfin, question importante et réponse courte, oui. Que faut-il faire pour renouveler... C'est-à-dire qu'il va falloir reprendre le combat précédent, puisque les termes sont les mêmes, voilà ce que je voulais dire. Que faut-il faire pour renouveler notre nom auprès de Sarkozy? Comment manifester notre désapprobation? Paul Maricouteau peut-il nous répondre et nous donner l'idée d'une initiative?
J'imagine un petit drapeau européen déchiré, collé sur les véhicules. Bon, ça suffira pas, mais évidemment, ce genre d'initiative est bonne à prendre. Ce qu'il faut, c'est trouver un tuyau, c'est-à-dire une façon de toucher un assez grand nombre de Français parmi les noms, n'est-ce pas, qui reprendront le combat. Alors, en effet, il faut utiliser des symboles, mais je pense j'ai quelques projets d'un peu plus grande ampleur dont je parlerai plus tard. J'attends de le soumettre à mes amis de mon parti, puisque ce n'est pas le MPF, comme vous le savez, mais le Rassemblement pour l'indépendance de la France. Ce n'est plus le MPF, c'est le RIF. Bon, et un autre message au sujet de la traduction du mot blog en français. Un ami québécois dit journal personnel de la voile. La voile. La toile. La toile. Oui, il y a une bonne traduction de blog, puisque nous parlions de François Mauriac, c'est bloc-notes, au fond. Bloc-notes, oui, c'est ça. Bloc-notes, ça irait très bien. Ouais, voilà, revenons après cette parenthèse un peu politique, revenons à Dominique de Roux. Oui, parce que Dominique de Roux, il y a quelques textes, si on va aussi sur le blog de Gérard Leclerc, par exemple, il fait l'éloge de Dominique de Roux qui dit « C'était un franc-tireur, farouchement indépendant, souvent imprévisible, c'était d'ailleurs son charme, mais aussi sa vertu. » Et le mot « vertu », il l'emploie à dessein, parce que quand on lit Dominique de Roux, d'abord, moi je me souviens, quand je l'ai lu, en effet, vers l'âge de 17-18 ans, je l'avais découvert par l'appel, justement, je m'étais dit, c'est un homme à la fois vertueux et qui sait où il va. C'est-à-dire que c'était une voix que j'avais jamais entendue. C'est pour ça que c'était assez atypique. Moi, ce qui m'avait fasciné chez lui, que j'avais jamais lu ce genre de style, à la fois saccadé, comme l'a dit Paul-Marie Couteau, qui pouvait paraître décousu, mais en fait, on sentait déjà qu'il avait lu. Pas il était très influencé à ce moment-là aussi par Burroughs, par Pellier, par le Q-Top. Voilà. Mais moi, je n'avais pas lu Burroughs. Et même pas Céline à l'époque. Mais donc je sortais tout droit de Monterland. Et en même temps, il y a des ponts. Il y a beaucoup de ponts avec la littérature française et la littérature, je dirais, en effet, celle qui va découvrir des auteurs étrangers comme Ezra Pound, comme Gombrowicz, etc. Il y a aussi chez Dominique de Roux une dimension peut-être aussi plus que littéraire et philosophique, c'est une dimension ce que je disais tout à l'heure sur l'aventure humaine, c'est-à-dire que pour lui, partir à l'étranger, bon, il a créé une autre revue qui s'appelle Exil, ça participe aussi d'une démarche, il a besoin de se nourrir peut-être aussi des autres peuples, des autres continents, à l'épreuve du temps, il pouvait mieux mesurer peut-être aussi la place de la France dans le monde. Et puis il y a un autre... Il avait le besoin de bouger, non? Oui, c'était un homme de voyage, n'est-ce pas, Pierre-Guillaume? C'est un homme que j'ai toujours connu en déplacement. D'ailleurs, mon père était... Pour moi, le grand absent. Il vous a pas manqué, ce père, oui, voilà, ce père bougeant sans cesse. C'était le grand absent, mais en même temps, c'était fascinant, cette absence. Cet homme qui ne défaisait pas ses valises, en somme. Ouais. Qui était toujours avec une valise. D'ailleurs, il y a un beau texte de Salas Tétier qui s'appelle « Un homme et une valise », et je trouve que ça le définit très bien dans son comportement. C'est une belle image par rapport à... Vous aviez 8 ans, 10 ans, 12 ans, et vous voyez ce père rentrant de voyage. Exactement, je le voyais toujours surgir avec sa valise et repartir avec son sac. Et entre-temps, déployant mille et cent idées. Entre-temps, une présence formidable. Oui. Un charme et une présence extraordinaire. Tout à l'heure, je disais que Jean-Luc Barré avait commis un livre sur Jacques Maritain. Il n'y a pas beaucoup de lettres de Maritain, mais vous en avez quand même... Oui, Jean-Luc, ne me regardez pas avec... C'est des lettres de Dominique de Roux, il n'y a pas de... Non, mais des lettres de Dominique de Roux à Maritain, pardonnez-moi. Mais vous en avez quand même mis une qui date de 1968. Et il écrit, alors ça c'est du Dominique de Roux, cher maître et ami, c'est de cette Amérique où vous êtes si souvent présent dans les librairies que je vous réponds. Après des semaines de silence, ayant voyagé ici et là, je comprends votre désir, votre souhait. Et c'est là où il dit, je ne voudrais pas trop abandonner l'idée en elle-même. Cahier après cahier, le dernier volume est consacré à Daumal. Nous traçons pour les générations à venir le chemin d'une autre encyclopédie. Et en fait, avec des gens comme Maritain, on avait l'impression, ou d'autres, qu'il avait envie, en effet, de compter pour les décennies à venir. Oui. C'est assez nouveau pour un directeur. Moi, je voudrais dire juste une chose avant que Jean-Luc ne réponde à cette question précise, c'est que finalement, dans l'aventure de Lerne, il me semble que la donnée essentielle, c'est de bien comprendre que c'est quelqu'un qui, par ce travail éditorial, a véritablement changé nos bibliothèques. Ouais. Je crois qu'il a modifié notre regard sur un certain nombre d'écrivains, il a changé notre manière de lire, et il a, par ses réévaluations, modifié la bibliothèque de l'honnête homme. Ouais. Et ça, c'est assez rare. Les surréalistes l'ont fait. On peut dire qu'à certains égards,
tel quel dans une autre... Pierre Guillaume, il faut dire ce qu'est tel quel, dont vous avez déjà parlé tout à l'heure. C'est une revue littéraire. Et puis il y a eu Lerne et mon père. Il faut dire ce qu'est tel quel, peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas tous. C'est une revue littéraire qui a fait école dans les années 60 et 70, qui a été autour de Solers, Philippe Solers, en 1960, et qui a fait école, en effet, dans les années 60-70, mais qui était beaucoup plus théorique dans son approche, je dirais beaucoup plus politique aussi. Lui avait rencontré plus tourné vers les sciences humaines. Même si, encore une fois, entre Lerne et tel quel, il y avait des passages. Il y avait Artaud, il y avait Pinde, il y avait Céline, bien entendu. Il y a des passerelles entre ces deux écoles. Et puis il est allé les chercher. Pour Pinde, il est allé... Pinde, il ne faut pas oublier que... Sur la Zatéré à Venise. Ce peut être considérable. Et maudit pour des raisons politiques. On ne connaissait de lui en France même pas du tout. On connaissait quelques extraits, une plaquette publiée chez Pierre-Jean Oswald, et c'était tout. Oui, c'est comme ça qu'il le découvre, et il se dit là, il y a quelque chose de prodigieux. Avec une tête d'Allier Sélassié, un peu comme ça, incroyable. Une tête de vieillard absolument superbe, et de mer. Il y a beaucoup de lettres à Ezra Pound dans la correspondance préparée par Jean-Luc Barré. Pas tellement. C'est des citations plutôt à l'intérieur des lettres. Parce que Pinde, à ce moment-là, s'était retiré dans un silence terrible. Et Pinde n'écrivait pratiquement plus, ou des petites cartes. Il le rencontre pour le coup cette fois. Alors il le rencontre. Non, mais il a rencontré beaucoup de gens. C'est pas parce que j'ai dit tout à l'heure pour Céline, mais Pinde, il l'a rencontré en effet. Il l'a fait venir à Paris. Même Mauriac, Gilles. Vous ne dites qui peut que Pinde. Il a rencontré Mauriac, bien sûr. Mais Pinde, ça a été une rencontre capitale. Alors, il y a quelqu'un qu'on n'a pas du tout cité ce soir, c'est Raymond Abellio, qui a parlons 30 secondes de Raymond Abellio. Qui a été un homme, un ami, et qui a exercé sur mon père, je crois que Jean-Luc ne dira pas le contraire, une influence très grande. Il faut lire d'abord la préface, qui est une très belle préface qu'il a publiée en 1976, quand est sorti le 5e Empire. 77, puisque ce livre va paraître 15 jours avant sa mort. Alors voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que le livre va sortir après sa mort, mais que texte... il sort 15 jours avant sa mort. Oui, enfin 15 jours avant... Oui, il va le voir, voilà, il va le voir. Et il va lui demander la préface. Donc c'est une préface qu'il lui a demandé à l'automne 76. Voilà. Il y a des très très beaux textes, quand il dit « Pour désigner... cette nostalgie d'après ou de jamais, le peuple portugais dispose d'un mot essentiel qu'on retrouvera souvent dans ce livre, la saudade, donc ce qu'on a illustré tout à l'heure, à peu près intraduisible comme sont les mots clés de toutes les langues. La saudade est un état difficile à cerner par d'autres mots, dans lequel le regret est le plus grand désir et où l'absence provoquée est la plus durable présence. En fait, il y a le côté... Chez Dominique de Roux, il y a une grande mélancolie, on n'a pas employé ce mot, mais qui est plus qu'une nostalgie. Moi, je l'ai toujours senti comme ça. Dans les mots, dans l'esprit et surtout dans cet échange épistolier, il y a beaucoup de choses. On va parler après, dans la dernière partie, de l'amour, cette relation avec les femmes, et cet impossible échange, comme il va le dire, cette difficulté, cette tragédie entre l'homme et la femme. Il avait même un côté presque féminin dans cette façon d'aborder la tragédie de l'amour. Et en même temps, c'est quelqu'un extrêmement contemporain. C'est quelqu'un, comme on le disait tout à l'heure, assez visionnaire. Donc il est toujours partagé entre le passé, qui est une forme mélancolique de l'avenir, d'une certaine manière, ce présent dans lequel il se sent mal, et puis cet avenir avec tellement d'espérance. Alors, nous avons quelqu'un qui va illustrer ce dont nous parlions en début d'émission, mon cher Gilles. C'est que, au fond, ça peut paraître un peu désordonné, comme ça, la vie de Dominique de Roux, mais enfin c'est son génie. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette ébullition perdure longtemps après sa mort. C'est pas donné à un grand nombre d'écrivains. Beaucoup de jeunes, par exemple, se réfèrent à Dominique de Roux. Il y a une société de lecteurs de Dominique de Roux. Il y a une nouvelle génération qui découvre Dominique de Roux. Et nous avons en ligne Luc Richard, qui a fondé en 1997, il va me reprendre si je me trompe, c'est très probable, une revue dont le titre est emprunté justement à Dominique de Roux, Immédiatement. Vous êtes avec nous, Luc Richard? Oui, je suis là. Immédiatement, la revue a bien été créée en 97, je dis ça. Alors c'était, je peux vous dire exactement, c'était en octobre 96. Ah voilà, je tapais un peu à côté, je me doute. Et avec cette citation, quand la colère est une profession, quand la colère est une réaction. Dominique de Roux, d'où vous avez tiré cette phrase? Alors d'Immédiatement, dont le titre du livre de Dominique de Roux, Immédiatement, dont le titre a inspiré évidemment le titre de la revue. Ouais. Et alors à l'instant, Paul-Marie faisait allusion justement au fait que
que les livres se transmettent, que les auteurs, en fait, comme ça, perdurent de génération en génération. Je réfléchissais, en fait, au moment où on a créé immédiatement, peut-être la moitié des rédactions d'une génération, et ça continue encore aujourd'hui. Moi, en écoutant l'émission, je relisais justement immédiatement qui a inspiré le titre de la revue. C'est un livre de 1972, réédité par l'Âge d'Homme en 1980. Je crois qu'il n'est pas épuisé. Ouais. Il est réédité aujourd'hui à la Table Ronde avec une très belle préface de Jean-Marc Perrier. Alors, il est réédité à la Table Ronde. La Petite Vermillon. La Petite Vermillon, ça a été encore réédité, je l'ai encore vu récemment en librairie. Le livre n'a jamais cessé d'être réédité. Est-ce que vous avez la première édition qui n'a pas été censurée, puisqu'il y a eu je crois qu'il y avait cette fameuse phrase Maurice Genevoix de la littérature à donner au mulot qui avait été coupée. Ah ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas la phrase sur Genevoix qui c'est pas celle-là, c'est laquelle censurée, c'est le passage concernant Roland Barthes. Roland Barthes. Alors quelle était on peut le dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'était? En fait, mon père rapportait un propos de Georges Lapassade sur les mœurs de Roland Barthes. Oui. Et Barthes a très très mal réagi, il a téléphoné à Christian Bourgois en lui laissant entendre que s'il ne faisait pas retirer cette page dans les meilleurs délais, il la signerait. Il la signerait. Et il prendrait M. Perrat comme défenseur. Non, il n'existait pas à l'époque. Et Christian a donc fait, sans prévenir mon père d'ailleurs, a fait couper la page 187 immédiatement au rasoir. On a vu surgir, c'était quand même assez insolite, les représentants des presses de la cité dans les librairies et dans les dépôts qui sont allés couper la page au rasoir. Et vous, les Richard, à l'époque. Comment vous avez connu Dominique de Roux littérairement? Alors, comment est-ce que je l'ai connu? C'est à l'époque de la fondation d'immédiatement, quand on était ce petit groupe de jeunes gens et nous discutions évidemment beaucoup de littérature. Moi, je me souviens que la première personne qui nous en a parlé, c'était Jérôme Leroy. Oui. Donc, romancier. Qui était un petit peu un de nos aînés à l'époque. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a Jérôme Leroy en parle notamment dans un certain nombre de livres, de ses romans, notamment dans Le Cimetière des Plaisirs. Moi, c'est comme ça que j'ai entendu parler de Dominique de Roux la première fois. Et c'est vrai que c'était un auteur que nous lisions qui était très important pour nous. Mais c'est une sorte de cosmogonie, parce que quand on a une Dominique de Roux, il y a plein de satellites autour. Alors ça renvoie en effet à Béliot, ça peut renvoyer à Gombrowicz, ça peut renvoyer aussi beaucoup plus loin. À beaucoup de choses, oui. Beaucoup de choses. Et aussi bien, effectivement, comme c'était un éditeur de génie, à beaucoup d'autres auteurs, mais c'est aussi, je pense, ce qui nous plaisait beaucoup dans l'écrivain, Dominique de Roux, c'était cet aspect irréductible, cette figure irréductible, qui était inclassable, et cette liberté, cette très grande liberté, à la fois liberté en littérature, et puis en même temps une critique aussi, une force critique, aussi bien politique, historique, et la volonté aussi de déclasser un peu les barrières entre les différentes catégories dans lesquelles on veut enfermer la littérature et puis la manière de penser, aussi bien si on aime tel écrivain ou si on aime tel courant ou si on réfléchit à telle chose, on ne peut pas aller voir à côté. Justement, Dominique de Roux, je pense, arriver justement à transcender tout ça. Et bon, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans un livre comme Immédiatement, dans d'autres livres. À l'époque, pour nous, c'est très important. Ce qu'il faut dire aussi dans Immédiatement, c'est que moi je le réalisais en écoutant la première partie de l'émission, c'est que c'est un livre qu'on peut lire quand on a 20 ans, quand on a 20 ans, mais qui a absolument pas vieilli, et qui garde sa charge explosive et sa force complètement intacte. Ça, c'est très important. Est-ce que vous avez pris de Dominique de Roux ce goût de l'exil? Parce que Luc Richard, vous êtes exilé en Chine, là vous êtes pour quelque temps en France. C'est ainsi que nos auditeurs vous connaissent. Vous êtes venu nous parler de vos livres sur la Chine, Luc Richard. Il y a un mois, effectivement. Oui, c'est ça, effectivement. Il y a ce goût de l'exil, du voyage, d'avoir envie aussi de regarder la France, de jamais quitter la France non plus, mais peut-être de l'avoir un petit peu plus loin pour y réfléchir. Et bon, ça c'est effectivement dans son œuvre. Alors, il y a quelques éléments d'immédiatement, enfin des éléments des journalistes, des collaborateurs qui se sont retrouvés un petit peu dans la nef aussi. Ah oui, alors effectivement, il y a vous avez été accueilli. Jacques de Guibon, qui est un collaborateur régulier, enfin, ainsi
Falk Vangaver, Ouais. et puis beaucoup d'autres. J'ai vu là la signature de Véronique Alro aussi, d'autres encore. Il y en a un autre qui a publié un livre, alors lui, sur Dominique Deroux, au Provincial. Luc-Olivier Dalgange. Rémi Soulier. Rémi Soulier, pardon, oui. Voilà. Rémi Soulier, Que j'ai eu cet après-midi et qui est de tout cœur avec nous, Ouais. qui a publié alors un livre vraiment assez fulgurant sur Dominique Deroux, hein, qui est un hommage très flamboyant sur Dominique Deroux. Oui, je m'en souviens très bien, les châteaux de glace de Dominique Deroux. Voilà. Oui, qui travaillait aussi, enfin qui collaborait à... Qui lui est né en 68, mais qui est un spécialiste de Peggy aussi d'ailleurs. Ah ouais, Il vient de consacrer un livre. Pierre Guillaume et Luc, comment expliquer, et Jean-Luc Barré aussi peut nous répondre, comment expliquer cet engouement d'une nouvelle génération de gens qui sont nés après la mort de Dominique Deroux et qui découvrent cet écrivain qui aurait très bien pu disparaître, comme tant d'autres de la génération 50 et 60? Je crois que c'est le côté tout à fait visionnaire du personnage. C'est-à-dire qu'effectivement, Jean-Luc c'est Barré. un homme qui écrit, peut-être qu'il n'est pas compris finalement tellement de ses contemporains immédiats, mais il a écrit d'une certaine manière pour nous. Voilà. Je crois Et que une ça, écriture qui n'est pas démodée. Alors l'écriture qui n'est pas démodée parce qu'il y a cette vivacité, il y a cette nervosité, il y a cette fulgurance dont vous parlez. Je crois qu'il y a ça. Je crois que simplement que c'est un grand écrivain. Et de ce point de vue-là, les grands écrivains ne sont pas forcément compris et lus tout à fait de leur vivant. C'est une banalité que de le dire, mais enfin, dans son cas, c'est vrai. Je crois qu'on ils auraient pu disparaître et là, ils ressurgissent étonnamment, je trouve. Parce qu'il nous concerne, parce qu'il y a quelque chose une vigueur, c'est quelque chose de revigorant d'une certaine manière. Puis je crois que la justesse de ses combats, cette façon de se battre au fond pour la liberté, contre les idéologies, tout cela, aujourd'hui c'est très répandu. Je veux dire, tout le monde est d'accord à peu près pour se battre contre les idéologies, mais de son vivant, il faut en avoir fait sa vie, peser de manière très lourde, Il en a notamment fait il y avait sa vie. tel quel, on en parlait tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, effectivement, je dirais qu'il est pas, je dirais pas qu'il est moderne, parce que ça serait absurde de dire ça, mais il est tout à fait... Être moderne, c'est céder aux circonstances. Absolument, voilà. C'est pour ça que je dis qu'il ne fallait pas dire ça. C'est une phrase de votre père. C'est Être pas un homme moderne, de c'est céder aux circonstances. circonstances. C'est pas un homme de circonstances. Très belle phrase. C'est dans immédiatement. Très belle phrase de Dominique Deroux, être moderne, Ça va. c'est céder aux circonstances. Tout à fait. Luc, quelle réponse donnez-vous à la même question? D'où vient ce regain? Je pense que ce qui est important, c'est que peut-être la lecture de ces livres et la connaissance de l'homme aussi prendre l'importance peut-être au fur et à mesure que le temps passe, parce que on est toujours sous cette espèce de chape de plomb du politiquement correct et d'autres choses, ou du littérairement correct. Je ne sais pas. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a toujours une urgence de lire Dominique Deroux, de le relire, et cette urgence ne cesse de grandir à mesure que cette chape pèse. Ça, je pense que c'est ça qui est important. C'est que c'est une manière de briser, de rompre un petit peu l'encerclement. Luc, pour un jeune auteur qui écouterait par hasard un jeune lecteur qui écouterait notre émission par hasard, on commencerait par quel livre? Il y en a une vingtaine de livres, il est très prolixe. Comme Alors, je ne sais pas, par exemple, immédiatement. La chasse, immédiatement, l'écriture de Charles de Gaulle aussi. C'est plus austère, ça, l'écriture de Charles de Gaulle. Je mets en garde les amateurs. Non, mais Maison Jaune, par exemple. Moi, C'est un roman. Je crois quand même que la bonne clé pour entrer dans l'œuvre, c'est immédiatement, parce qu'on y retrouve la quintessence de son esprit. Il y a cette discontinuité, il y a ces aphorismes, ça tient à la fois du recueil d'aphorismes, du journal, et je crois que son esprit est très présent et que c'est une formidable clé pour aborder ensuite un roman des livres de recueil. Ou Le Gravier des Vies Perdues. Ouais. Très beau titre. Donc je crois que immédiatement reste la clé, et peut-être qu'ensuite La mort de Céline. Ah oui, livre. Qui est une espèce de manifeste formidable et qui tient comme tel il faut que nous sur la littérature autant que sur Céline. Luc, il faut que nous quittions parce que nous avons pas mal de questions. Est-ce que on pourrait dire de vous, Luc Richard, que pour vous aussi il faut partir? Le titre de la correspondance. Oui, enfin moi Est-ce que vous sentez le besoin de partir? Est-ce que vous allez repartir en Chine? Ah oui, mais je relève juste de passage en France quelques semaines. Oui, je vais repartir, mais enfin moi je n'ai jamais non plus complètement quitté la France. Hein. Je suis pas, j'ai pas rompu les armoires. On compte sur vous. Mais bon, quand je reviens, en général, je reste quelques mois. Vous revenez avec un livre. Il y a quand même vraiment des choses très intéressantes qui se passent en Chine et qu'il faut voir, aller voir là-bas de près. Hein. Bien. C'est vraiment
C'est la guerre. Prochain livre. Vous viendrez nous en parler, cher Luc. Merci beaucoup de nous avoir rejoint quelques minutes pour parler de Dominique de Roux et d'immédiatement. Les questions, Sabine. Alors, j'ai quitté un petit message de Véronique Boyer, à qui je dis bonsoir, que j'ai vu tout à l'heure. J'ai quitté Radio Courtoisie trop tôt à 21h. J'aurais aimé saluer Pierre Guillaume, dont j'ai fait la connaissance dans son berceau au printemps 63, à l'occasion d'une visite à Épône où je servais de chauffeur à Gonzague en cavale. J'étais alors à la table ronde et j'ai suivi Dominique chez Julliard au moment de la création des éditions Christian Bourgeois, tout en travaillant pour les cahiers de Lerne, Céline, Pond, Michaud, Borges, Gombrowicz, la Beat Generation, rue de Bourgogne. Que de souvenirs remuent cette émission. Je suis plongée dans Il faut partir. Merci à tous. Très bien. Ce livre va bien se vendre. Autre question, Sabine. Dans une biographie d'Antoine Blondin, j'ai trouvé un extrait du journal de Dominique de Roux, extrait qui ne figure pas dans Immédiatement. Ce journal sera-t-il publié un jour? On l'espère. Oui, il y a encore beaucoup de travail à cet égard. Il y a encore des choses à publier. Il y a de nombreuses publications à mener. Dominique de Roux fut-il intéressé par l'œuvre de Monterland? Oui. Oui, il en parle dedans. Il en parle. Je réponds, mais il y a des petits passages où il envisage d'ailleurs même un cahier. Et il en parle. Je l'avais noté. Un cahier Monterland. Oui. Et alors, si vous permettez, il en parle, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que Monterland ait été au cœur de ses préoccupations. Non, mais par exemple, Saint-Robert dit toujours dans ses grands textes sur Dominique de Roux, il parle, il fait un comparatif. Il dit c'est la guerre civile de Monterland jouée par des universitaires. Il parle du Portugal mobilisés qui avaient tout intérêt à continuer la confusion de Lénine avec Marx, faute d'avoir réellement lu Hegel dans la bonne édition. Et voilà. Puis il a rencontré Monterland. Il y a eu une rencontre, mais il y a un autre passage où il en parle. Mais évidemment, il y a des clés. Hein. Dans le désert intellectuel où nous vivons, M. Paul-Marie Couteau envisage-t-il de s'exprimer et de fédérer autour de lui des hommes de pensée? Et c'est ce qu'il fait pendant cette émission. C'est ce que nous essayons de faire avec Gilles, n'est-ce pas, semaine après semaine, patiemment. Des petits cailloux. Grâce à Radio Courtoisie. Ne mettez pas d'ailleurs de verser votre contribution. Je profite pour le dire, Radio Courtoisie qui a ce rôle, bien entendu, non seulement notre émission, mais la plupart des émissions de Radio Courtoisie ont ce rôle de faire vivre une pensée qui n'a pas nécessairement ses aises dans les grands tuyaux médiatiques d'aujourd'hui. Et on peut dire que c'est le gravier des vies ressuscitées parfois, on peut le dire, et puis nos auditeurs savent peut-être, je ne vais pas le redire, que j'ai aussi pour cela les cahiers de l'indépendance et la revue mensuelle L'Indépendance, la lettre de l'indépendance, dans le prochain numéro, pas celui qui vient de sortir, avec un peu de retard d'ailleurs, l'indépendance du mois de mai, mais dans le prochain, Gilles consacrera, je crois, je lui ai donné une page, ou une grande demi-page pour revenir sur cette correspondance de Pierre-Guillaume de Roux. Mais bien entendu, merci de Dominique de Roux. Bien entendu, merci à cet auditeur qui a compris ce que nous faisons, c'est-à-dire essayer de fédérer quelques beaux esprits qui tous ont une certaine conception de la France, de sa civilisation et de son rôle dans le monde. Que veut dire Paul-Marie Couteau quand il nous dit être à la mode, c'est céder du moment? Ou céder du moment. Non, j'ai pas dit ça. On va redire la phrase. Non, c'est une phrase rappelée par son fils de Dominique. Céder aux circonstances. Céder aux circonstances. Voilà. Être moderne, c'est céder aux circonstances. Une phrase de Dominique de Roux rappelée par son fils Pierre-Guillaume. Justement, Pierre-Guillaume, puisque vous avez la parole, on va vous la laisser pour parler d'un reflet de cette correspondance. C'est l'amour, c'est l'idée qu'il se fait des femmes et aussi les très très belles lettres. C'est des très très belles lettres, on dirait du Flaubert à Louise Collet. Enfin, c'est d'un niveau très, très romantique, mais au-delà du romantisme, c'est d'une élévation. Voilà. Et il dit ceci. Alors ça, c'est une lettre qu'il envoie à Robert Valéry Radot, où il dit sur la femme et sur l'homme, il dit d'abord je n'ai pas une volonté de détruire, mais une volonté d'aimer dans un monde moderne où l'homme et la femme sont à demi-morts. Ce qui fait que je suis assailli de gens, d'amis qui voudraient presque vivre avec nous, Jacqueline et moi, et le drame de l'amitié de chacun dans un monde où l'on ne veut croire qu'à Freud alors qu'il y a seulement la maladie. C'est une très très belle lettre. Et puis, deuxième élément, après je vous laisse la parole, Pierre-Guillaume, c'est cette lettre à Christiane Mallet. Vous nous direz qui est Christiane Mallet en 71. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Il dit ceci. « Vivre un amour comme celui-là, c'est s'empêcher de grisonner de corps et d'âme. Or, un grand amour se situe toujours entre Adolphe et les liaisons dangereuses. Impossibilité de vivre à deux, impossibilité de ne pas vivre à deux.
Reste à inventer le troisième livre, la troisième voie, on pourrait dire, qui devra échapper aujourd'hui au règne de la bourgeoisie, du commerce, échapper à Balzac, dont la lecture dispense toujours de lire Marx. Voilà. Qui était cette Christiane Mallet? Christiane Mallet, c'est une femme tout à fait étonnante, qui est genevoise et qui l'a rencontrée au début des années 70 en Suisse. Ouais, c'est pour ça qu'on comprend mieux pourquoi il aimait tant la Suisse. Jean-Luc Barré d'ailleurs en parle, oui. Il consacre quelques très belles pages dans sa biographie. Absolument. Ça a été en effet une rencontre tout à fait décisive dans sa vie. Alors, il a d'ailleurs fait plusieurs voyages, et notamment un voyage très important en Afrique, en Angola. Ouais. Et c'est lors de ce voyage qu'il a entendu parler pour la première fois de Jonas Savimbi. Il y a une autre femme qui joue un rôle important, Jean-Luc Barré, c'est Maddalena de Sacadura Botte. Il y a plusieurs lettres, d'ailleurs pratiquement les dernières sont c'est la dédicataire du 5e Empire. Du 5e Empire. C'est une femme portugaise qu'il a rencontrée justement à Lisbonne en 1974, qui a été la dernière grande rencontre. Il lui dit ceci: toi, tu es étrangère, tranquille et puissante. Tu es d'un autre monde. Tu as ce regard sur le large, libre et remuant. Tu veux la paix parce que tu en connais les mystérieuses fusions. À côté de toi, on ne craint pas le quotidien, puisque de la campagne ou de ce Portugal salazarien, tu sais comprendre, réfléchir chaque jour, en renouveler les heures comme la nature renouvelle sa chlorophylle de moment en moment. Je compte sur toi, je veux dire je me fie à ton instinct, à ta lenteur, à ta sagesse, moi qui ne suis que tension, nœud, arrête, inquiétude et lutte toujours recommencer, d'inspiration en inspiration, au point qu'on ne sait jamais rien et qu'on brûle là-dedans, et ses pensées et son âme. Alors ça, c'est une belle écriture, limpide, hein. Et en même temps, on comprend tout, c'est-à-dire que les femmes apaisent l'homme, apaisent l'aventurier, apaisent le tourbillon qu'il était. Et dans une lettre à Abellio, qui a été publiée dans le dossiage, qui disait que la femme était pour lui essentiellement inspiratrice, je crois qu'on le comprend très bien à travers ces lignes. Il y a plusieurs lectures, hein, Paul-Marie. Il y a la lecture un peu politique, littéraire au sens propre, littéraire comme démarche intellectuelle, et en même temps, il y a cette lecture... je dirais presque onirique. On sent l'homme qui est fait de la terre aussi, parce que il y a une très belle lettre d'amour à sa femme, à votre mère. Évidemment, Jacqueline, il y a de très très belles lettres à Jacqueline. Oui. C'est un grand amoureux, j'ai l'impression. C'est un grand amoureux. Ouais. Et je crois Jean-Luc que Barré. ça vient nourrir une... Je suis également un grand amoureux, alors oui, allez-y. Oui, mais Jean-Luc, non mais ce qui est très beau, parce que nous on lit ça, on est admiratif, mais il fallait choisir ces lettres, il fallait construire cette pyramide, cette architecture, recomposer la géographie de Dominique de Roux, qui est très très variée. On l'a vu, ce style très très limpide, très classique, en même temps d'autres phrases plus saccadées, plus hachées. Donc comment vous avez tissé cette toile avec ces femmes qui sont comme le contrepoint de sa vie engagée? D'abord, il a fallu retrouver ses correspondances parce que... vous avez voyagé oui, moi aussi, je suis parti. Bon. C'est-à-dire que... Oui, vous êtes revenu. Ce qu'ont oublié un certain nombre de critiques manifestement de ce livre, c'est que ce livre n'est pas... C'est un livre qu'il a fallu construire après coup. Et effectivement, ça a été non, mais moi, je rends hommage à votre travail. Non, je ne suis pas une question de rendre hommage à un travail, mais c'est un livre qui aurait pu ne pas exister. Parce qu'en réalité, quand Dominique de Roux est mort, il est mort très jeune, ça ne nous a pas échappé, donc beaucoup de choses sont restées comme ça, en l'état, d'une certaine manière, notamment des correspondances. Et qui étaient éparses, qu'il avait écrites sans doute avec cette idée un jour que tout cela déboucherait sur une publication, en tout cas ça faisait partie de son œuvre. Et quand j'ai écrit la biographie de Dominique de Roux, effectivement, je fais comme tous les biographes, je me suis mis à la recherche de correspondances, et j'ai pu effectivement, à la fois en Suisse et au Portugal, mais aussi bien sûr à Paris, rassembler toutes ces correspondances. Voilà, ça a été la grande découverte c'est 2-3 ans de travail, puisqu'en réalité, je les ai d'abord utilisées, mais pas celles qui sont publiées en l'occurrence, celles qui sont publiées sont toutes inédites. D'abord utilisées pour la biographie, et ensuite effectivement avec l'idée d'une publication, puisque il y a une telle richesse de textes qui était impensable de ne pas les publier. Voilà, donc moi, au fond, l'articulation était, une fois que le choix a été fait, c'est-à-dire, encore une fois, privilégier les grandes correspondances. C'était chronologique. Après, de manière chronologique, pour une raison très simple, c'est que c'est une autobiographie. Et je pense que si on lit ce livre, c'est l'autobiographie qu'il n'a pas eu le temps d'écrire, mais qu'il a peut-être écrite de manière très consciente pendant toute sa vie. Alors oui, des questions encore, il y en a beaucoup de questions, je veux dire. L'un des derniers sans doute du XXe siècle avec François Truffaut. Ouais, Monsieur Barré, avez-vous repris dans Il faut partir les lettres que vous aviez fait paraître dans la revue La Règle du jeu? Peut-on espérer un ou plusieurs autres tomes? Oui, en effet. Nous avons des auditeurs très érudits, vous voyez, un certain nombre de lettres, effectivement, ont été publiées dans la revue de Bernard-Henri Lévy. Pas toutes d'ailleurs, mais
certaines, non, j'en ai repris quelques-unes. Oh, d'autres tomes, non. Vous savez, moi, il y a sans doute d'autres chercheurs, d'autres historiens ou biographes qui travailleront sur Dominique de Roux, mais moi, je pense en tout cas qu'il y a matière à continuer cette publication. Et si j'ai un conseil à donner, mais je n'ai pas besoin de le lui dire à Pierre Guillaume, c'est de continuer à faire ce travail, parce qu'il y a le journal qu'il faudrait, à mon avis, publier dans son intégralité, et il y a d'autres correspondances, naturellement. Profitons pour dire que dans la chronique de Bernard Lévy du Point de cette semaine, il parle de Dominique de Roux. Il évoque mon père, en effet, à propos d'Othello de Carvalho, qui fut, comme on le sait, une des figures de la Révolution des œillets le 25 avril 1974. Et il retrouve Othello à Lisbonne, et ils évoquent la figure de mon père, et le rôle qu'il a joué justement dans cette révolution. Dans sa notice biographique de Wikipédia, encyclopédie en ligne sur Internet, oui, il est dit que la postérité de Dominique de Roux est dévoyée par l'attachement que lui conservent certains milieux nationalistes. Qui est ici visé? Nous tous. Nous tous. Et ça fait partie de la langue de bois moderniste. Non, mais enfin, je vais rectifier. Je crois que depuis quelques années, peut-être que la biographie y a contribué, mais d'autres choses y ont contribué. J'observe quand même que toute la presse parle de lui sur un autre ton, oui, voilà, y compris la presse de gauche, qui a quand même cessé de... Alors, enfin, écoutez, les éternels a eu droit à un papier d'un canard enchaîné, qui avait attaqué Dominique de Roux pendant toute sa vie, oui, avec des réserves, des révérences. Oui, mais enfin, bon, l'écrivain, au fond, la seule chose qui compte, c'est ça. Alors, donc, je crois qu'aujourd'hui, grâce notamment au travail de Jean-Luc, l'écrivain Dominique de Roux est enfin mis à sa vraie place, et on a cessé de le traiter de tous les noms pour des raisons qui était très lié à l'idéologie d'une certaine période. Mais est-ce que Libération a rendu hommage? Dérangé par son combat. Non, c'est le seul journal qui n'a rien fait. Bon, il y a eu des procès entre eux, etc. Bon, voilà, il faut bien qu'il y ait quelques exceptions, sinon on serait dans l'unanimité et le consensus qui vraiment ne lui ressemblerait pas. Alors on vous reproche, Jean-Luc Barret d'ailleurs, dans le bulletin célinien, je lis ceci. Décidément, ce bulletin célinien. On dit par exemple qu'on regrette, il faut surtout déplorer que l'éditeur de cette correspondance n'ait pas pris contact avec Marc Henrez, autre pionnier célinien, auquel Dominique de Roux adressa une centaine de lettres, dont on sans doute beaucoup concernent précisément Céline. Mais ça... Comme dirait Ségolène Royal, mais qui est de Marc Henrez? Non, je ne sais pas. C'est partie du travail en cours. Non, voilà. Non, écoutez, Marc Henrez fait partie effectivement de ceux qui ont travaillé avec Dominique de Roux. J'ai fait un choix très clair. Ouais. Ce livre fait 400 pages. Non, mais je bien ne vais pas en faire 800. Non, mais alors, j'en profite autant qu'on veut. Mais je veux dire, c'est le problème finalement de ce genre de personnage, c'est qu'il a écrit à la terre entière. Ouais. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut continuer à publier. Alors, j'en profite pour dire que je n'ai aucun rapport avec le grand célinien Marcel Brochard. Voilà. Je pensais que c'était vrai. Bon, alors un auditeur revient sur la question à Paul-Marie Couteau. Il faut fédérer autour de lui les derniers esprits libres. Il faut prendre une initiative en ce sens. Pouvez-vous me donner les coordonnées du journal L'Indépendant dont il a parlé? Merci. L'Indépendance. Ah oui, le journal c'est l'Indépendance, qui est à la fois un mensuel qui s'appelle La Lettre de l'Indépendance et une revue, les Cahiers de l'Indépendance. Alors, pour s'abonner au Cahiers de l'Indépendance, qui donne en même temps droit à un abonnement à la lettre, il faut envoyer 50 € au 51 rue de Paradis dans le 10e arrondissement. Voilà. Et ne pas oublier en même temps de verser sa contribution à Radio Courtoisie. Vous avez raison, Paul-Marie. Voilà. Je voudrais, avant de terminer... Mais quant à la fédération des esprits libres, on s'y emploie, mais tout se prépare de longue main. Mais vous verrez que tout cela aboutira tôt ou tard. Merci, cher auditeur. Je sais qu'on n'abuse pas trop de citations dans cette émission, mais je voudrais quand même rendre hommage à Michel Schneider, qui a écrit un très très bel article le 3 mai dernier dans Le Point. Décidément, le titre de son article, c'est Le voyageur d'une nuit sans bout. Il commence par ceci: il y a des livres que l'on n'a pas envie de critiquer ni même de chroniquer. On voudrait seulement s'effacer derrière leurs forces, leurs douleurs, leur douceur, leur nécessité, les recopier, tout citer. Mais ce serait priver le lecteur de l'émerveillement où il tombe devant tant d'intelligence désespérée. Ou alors il faudrait parler de leur auteur, de celui qui s'y cache, plus qu'il ne s'y révèle. Eh bien, voici venu avec cette belle phrase. Il faut partir. Voici venu le terme de notre émission, chers auditeurs. Merci de nous avoir tenu compagnie jusque tard dans la soirée. Je voudrais remercier nos deux invités d'aujourd'hui, Jean-Luc Barret pour ses correspondances inédites de Dominique de Roux sous le titre Il faut partir aux éditions Fayard, publié il y a quelques semaines. Occasion peut-être de rappeler la biographie qu'il avait consacrée à Dominique de Roux, le provocateur,
chez Fayard aussi, en 2005. Et puis le 5e Empire, qui vient de sortir aux éditions Motif, petite collection magnifique, qui coûte comme 8,50 €, Maison Jaune. Au Rocher. Oui, enfin Motif, c'est Rocher. Maison Jaune, et puis il va sortir... Christian Bourgois et le livre de Philippe Barthelet, qui paraît donc, voilà, dans les prochaines Pardès, et puis à la rentrée, on aura la mort de Louis-Ferdinand Céline. Réédition de la mort de Céline, dans La Petite Vermillon, préfacée par Jean-Marc Paré. Et l'association, on va donner peut-être le nom de l'association que Jean-Luc Barrès s'est emprunt. Voilà. Alors, je donne l'adresse simplement. Animé par Pascal Sigoda. Pardonnez-moi. Pascal Sigoda, donc ça s'appelle la Société des lecteurs Dominique de Roux, 36 avenue Carnot, 63 000 Clermont-Ferrand. Et voilà, et le bulletin sélinien. Il publie donc un pound de voilà, Roux. Un pound de Roux. Et puis le bulletin sélinien, boîte 1000, Bruxelles, 22, Belgique. Boîte postale. Bon, écoutez, c'est une foison magnifique. Bravo à vous tous. Je voudrais pour finir rendre hommage à la piété filiale de Pierre-Guillaume de Roux qui défend, comme il faudrait que le fassent tous les fils, la mémoire et l'œuvre de son père. Il faut dire, quel père, n'est-ce pas? Et quel fils? Il faut que nous quittions. La semaine prochaine, nous parlerons du totalitarisme avec Édouard Husson et Stéphane Courtois, qui a publié aussi plusieurs ouvrages aux excellentes éditions du Rocher. Belle collection Rocher. Qui est toujours avec nous. D'ici là, écoutez Radio Courtoisie, vive Radio Courtoisie d'ailleurs, vive la République, vive l'empereur, vive le roi.